Nous, on avait essayé d'optimiser le terrain, c'était en 2019, comme on venait d'acquérir ce terrain-là. On avait demandé à l'ADAC de venir nous donner un coup de main. C'est des architectes qui donnent un coup de main aux communes pour justement faire des lotissements. Lorsqu'il avait dessiné son premier jet, clairement, les 2 talus qui étaient en diagonale n'étaient pas prévus d'être sauvegardés parce que c'était des lots bien classiques et bien au carré qui faisaient que les arbres n'avaient plus leur place. Tandis que là, avec la nouvelle équipe, 3 des nouveaux élus me disent comme ça, Jean-Louis, plutôt que de faire un lotissement classique, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à autre chose ? Je dis ok, on est en début de mandat et c'est là qu'est partie l'aventure avec l'association à Moléger. Déjà, on a un rapport d'un végétal extrêmement vivant, très présent, dans lequel nous, on a essayé de se faire une petite place, mais qui reste extrêmement présent. Et du coup, c'est toute une question aussi pour nous d'ailleurs de qu'est-ce qu'on laisse pas, comment on trouve un équilibre entre nous aussi en tant qu'espèce qui avons des besoins sur ce site et puis tout le reste. En tout cas, habiter, c'est pas se loger. Moi, je fais une grosse différence entre les deux. C'est pas la boîte dans laquelle on a un lit, c'est clairement autre chose du coup, au-delà des frontières du logement. C'est un lien en fait avec un territoire, avec des gens, des espèces qui nous entourent. C'est une forme de présence pour moi, habiter. Dans le précédent épisode, Désobéissance fertile et la Fédération de l'habitat réversible nous éclairaient sur la législation de l'habitat léger et notamment en ce qui concerne les projets agricoles, et nous partageaient la posture que nous pouvons adopter dans un monde où le cadre légal ne permet pas d'habiter en harmonie avec le vivant. Pour cet épisode, nous sommes toujours au festival Les Palourdes et j'échange avec Jean-Louis Nogue, agriculteur et maire de Saint-André-des-Eaux. Jean-Louis explique pourquoi et comment il a accueilli en 2021 le premier hameau léger de France, ce que ce collectif d'habitants a apporté à la commune, la gouvernance et les garde-fous qui ont été mis en place pour que tout se passe pour le mieux, et, selon lui, comment une commune peut être encouragée à limiter l'artificialisation des sols et donc encourager les habitats légers. Je suis Opaline, créatrice du podcast Agroécologie Voyageuse, et cet épisode n'aurait pas pu exister sans le soutien des précieuses et précieux donatrices et donateurs. Et aujourd'hui, je souhaite en particulier remercier Dominique, Géraldine, Alexandre, Anna, Édouard, Ludovic, Corinne et Arsène. Belle écoute. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci de prendre ce petit temps ensemble. Est-ce que tu peux te présenter déjà en tant qu'être humain ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Et puis, quels sont tes engagements ici à Saint-André-des-Eaux ? Je suis Nogue, je suis marié, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants. Je suis maire de Saint-André-des-Eaux depuis 10 ans et installé en agriculture conventionnelle depuis 1998. Alors moi je suis ce qu'on appelle une agriculture conventionnelle, mais où est-ce que je fais de l'élevage, alors de l'élevage bovin laitier, où est-ce que j'ai 65 vaches laitières que j'essaye de faire pâturer le maximum, mais bon parfois c'est pas toujours évident, on est en Bretagne, lorsque les conditions climatiques ne sont pas bonnes, le bétail forcément reste à la ferme, sinon peut justement abîmer les parcelles et puis ils n'auront plus rien à manger au beau jour, quoi. Okay. Nous, Saint-André-des-Eaux, on a accueilli sur 5000 m² une association à Moléger qui au final aura 8 habitations, 8 foyers sur ces 5000 m². Oui, je tenais à te dire merci parce que moi je suis passionnée par les oiseaux qui disparaissent à vitesse grand V parce qu'il y a de moins en moins d'insectes, parce qu'il y a de moins en moins de bâtiments pour les héberger, parce qu'il y a de moins en moins de vie. Et là, ça piaille à fond sur ce terrain. Parce que les chênes qui auraient dû être rasés si ça avait été un lotissement pour mettre les grosses routes pour les voitures, etc. Et là, en fait, l'humain cohabite
avec le reste du vivant. Et en fait, c'est notre condition à toutes et tous pour qu'on continue de vivre. Nous, on avait essayé d'optimiser le terrain, c'était en 2019, comme on venait d'acquérir ce terrain-là. On avait demandé à l'ADAC de venir nous donner un coup de main. C'est des architectes qui donnent un coup de main aux communes pour justement faire des lotissements. Et puis lorsqu'il avait dessiné son premier jet, clairement les 2 talus qui étaient en diagonale n'étaient pas prévus d'être sauvegardés parce que c'était des lots bien classiques et bien au carré qui faisaient que les arbres n'avaient plus leur place. Tandis que là, avec la nouvelle équipe qui est arrivée, donc il y avait 5 anciens, 5 nouveaux, c'est là que Maël Piriou, Jean-Pierre Mousquet et Lemuel Mondésir, 3 des nouveaux élus me disent comme ça, Jean-Louis, plutôt que de faire un lotissement classique, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à autre chose? Je dis ok, on est en début de mandat, dis-moi, il n'y a pas de souci. Donc c'est là, on était en juillet. On peut chercher jusqu'à la fin de l'année. Si jamais on a autre chose à proposer, et pourquoi pas, on discutera en conseil municipal, on verra. Le maire ne décide pas de tout. et c'est là qu'est partie l'aventure avec l'association Hameau Léger. Alors c'est grâce à l'association Bruded, qui nous a fait nous rencontrer. Bruded, c'est quoi? Alors Bruded, c'est une association d'élus. Alors une association d'élus qui justement donne des conseils, font des formations sur des thématiques. La thématique là que beaucoup de maires avaient, c'était il y a de l'habitat yourte, des projets avec des containers qui arrivaient sur les communes, et le PLUI souvent c'était refusé parce que on n'en avait jamais évoqué le sujet, et le PLUI et le SCOT, encore une fois, ce sont les élus qui les mettent en place. Donc le service instructeur, il fait que appliquer ce que les élus ont décidé. Donc voilà. Ok. Merci, parce que du coup ça fait quelques centaines de mètres de talus préservés, parce qu'on en a déjà arraché 750 000 km depuis 1950. Donc chaque commune permet... Moi à Saint-André-des-Eaux et dans le canton d'Évran, parce que mon père à l'époque était conseiller général et avait refusé le remembrement. Il avait refusé le remembrement et parce que derrière, lui, il estimait que c'était plus intéressant plutôt que de faire un remembrement tout rasé, comme on l'a vu sur des endroits où c'était vraiment catastrophique. Et puis lui, il tenait à certains arbres qui étaient autour de sa ferme aussi. Alors c'est peut-être un petit peu égoïste de sa part, mais aujourd'hui, on peut lui dire merci, parce que le remembrement n'a pas eu lieu sur le canton, parce que à l'époque c'était par canton. Les préfets même, ils faisaient du lobbying justement pour aller voir les maires et les convaincre de faire du remembrement pour araser, parce que c'était comme ça à l'époque. Et il n'est pas rentré dans le jeu là. Donc merci papa. Du coup, ce qui me questionne, c'est comment une commune peut être encouragée à accueillir le moins de bétonisation possible, puisque on perd tous les 10 ans un département français. C'est énorme, la terre qui est asphyxiée, avec des énormes enjeux avec ce qui arrive en termes de changement climatique et de nécessité de laisser respirer la terre. Comment un maire peut être encouragé à juste arrêter finalement de bétonner? Est-ce que c'est possible selon toi? Parce que si je comprends bien, tu essayes d'accueillir la diversité des projets sur ta commune et de ne pas te fermer aux projets des gens. Non. Je pense que c'est au niveau législatif qu'il faut mettre ça en place. S'il y avait députés, sénateurs, s'il y avait des bonus-malus, lorsque on demande pour avoir plus de terrain constructible ou autre, on ne prend pas en compte s'il y a de la bétonisation ou pas.
Donc moi je pense que ce serait intéressant lorsque tu mets des terrains à disposition pour la construction et que tu artificialises pas les sols. Toi tu bétonises de trop, tu vas avoir 2 hectares 20 000 mètres carrés de constructible. Tu bétonises moins ou pas, comme là en faisant des maisons sur pilotis, là tu auras 4 hectares par exemple sur une même... c'est jamais facile à mettre en place, je sais bien, c'est pour ça que je suis pas député, je suis pas sénateur, mais les députés et sénateurs pourraient justement se mettre sur cette question, comment optimiser et puis comment valoriser les communes qui font l'effort justement d'éviter la bétonisation. Ce serait intéressant d'avoir un bonus, tu dis regardez là on a fait des maisons sur pilotis, on n'a pas bétonisé lorsqu'on est à Saint-André-des-Eaux, donc c'est une commune, lorsqu'il pleut parfois il y a de l'eau qui est en surface, donc l'idée c'est vraiment que l'eau puisse pénétrer le maximum dans le sol. Et on sait très bien que si on bétonise, si on goudronne trop les routes et les cours de maisons, à un moment donné, l'eau va aller directement au cours d'eau, quoi. Et plutôt que de rentrer et puis de faire une sorte d'éponge pour justement la biodiversité et tout le restant, quoi. Et les végétaux surtout. Aujourd'hui, toi, tu encourages sur ta commune les projets qui ne bétonnent pas la terre. Oh, pas que, non, honnêtement, moi je suis assez ouvert d'esprit, donc si quelqu'un, c'est son souhait de faire une maison comme en parpaing, c'est son choix. Je fais pas tout pour qu'il change d'avis, puisqu'on a des personnes là qui ont fait des maisons en béton, je respecte leur choix. Mais parce que derrière, ils sont dans un système que ça fait la facilité en se disant on fait faire avec un constructeur, parce qu'aujourd'hui il y a les constructeurs qui font des maisons sur pilotis, il n'y en a pas trop. Il y a un terrain qui est juste en face la mairie. C'est pour ça aussi que j'ai accueilli, avec le conseil municipal, j'ai accepté le projet parce que j'avais déjà eu un projet comme ça de maison sur pilotis, puisqu'on a un terrain qui est en face, la mairie fait 12 000 m². Il est en zone inondation aléa faible, c'est-à-dire qu'il peut y avoir entre 20 et 50 cm d'eau maximum sur le terrain en année très pluvieuse. Là, ça fait à peu près 25-30 ans qu'il n'y a pas eu d'eau dessus. Mais par contre, il reste en zone aléa faible. Et justement, moi, j'avais fait une proposition, c'était que sur ces zones-là, plutôt que de rien en faire et en termes agricoles, ça n'a pas des enjeux énormes, puisque de chaque côté de ce terrain, il y a déjà des habitations. Donc, mettre des maisons sur pilotis, où est-ce que tu impactes le moins possible le sol, pour moi, ce serait intéressant. Et puis, tu te prémunis justement par rapport au dérèglement climatique, au changement climatique qu'on est en train de voir. Ou est-ce que si un jour tu as une montée des eaux, ce ne sera pas 24 sur 24, 365 jours par an, où est-ce qu'on aura d'eau sur les terrains là. Je ne pense pas, enfin pas tout de suite du moins. Ce serait intéressant justement de pouvoir avoir des zones d'expérience comme ça. Et si jamais un ministre écoute ce reportage, pourquoi pas, moi je veux bien être commune expérimentale. Qu'est-ce que ça a changé dans la commune d'accueillir un hameau léger ? Puisqu'il y a l'association Hameau Léger qui a ses bureaux ici à l'écocentre, et puis il y a le hameau du Placy où il y a 8 familles qui ont une démarche de vie différente des gens qui habitent en lotissement en général, en lotissement classique. Qu'est-ce que ça a apporté en bien et peut-être aussi en moins bien, hein. On peut être... Alors, les côtés positifs, c'est que on voit qu'il y a sans arrêt du monde à venir vouloir visiter leur mode de vie, entre guillemets, hein. C'est une communauté de personnes qui vivent ensemble. Comme nous, la commune, hein, c'est une communauté de personnes aussi, hein. Donc, encore une fois, c'est à titre expérimental un petit peu, puisque on a fait un bail amphithéotique de 80 ans sur ce terrain-là. Et certains avaient l'appréhension au niveau du conseil municipal en se disant est-ce qu'on fait le bon choix ? Donc on aurait très bien pu leur vendre le terrain, mais en faisant un bail amphithéotique, on se dit si ça fonctionne, très bien.
Il est en jeu, il serait pour eux parce que si ça fonctionne, ils peuvent reproduire ce modèle-là ailleurs. Mais si ça fonctionne pas, bon, c'est fin de l'histoire, on passe à autre chose. Dans 80 ans. Non, parce que si jamais ça fonctionnait pas, pour X raisons, l'association ne se serait pas entendue. Alors ça fait que 5 ans, hein, oui. C'est encore tout jeune. Si par exemple dans 5-10 ans, par exemple, l'association ne fonctionne plus, le terrain reviendra à la commune. Puisque ils diront, finalement on enlève les maisons. Oui. Et donc moi c'est surtout l'aspect-là que je tiens à partager auprès de mes collègues, mes confrères maires, parce que en faisant des beaux amphithéotiques comme ça, on se couvre un petit peu en cas d'échec. Nous, on a vraiment eu de la chance d'avoir des personnes, eux, ils avaient leur projet qui était vraiment bien conçu. Et il y a eu des défections dans leur rang, puisque il y a une personne qui est partie, qui a été remplacée par une autre. Mais c'est l'association qui gère avec la commune. En aucun cas, c'est la commune qui s'immisce dans leur gestion, quoi. Alors que nous sommes en pleine campagne des municipales, je vous encourage à diffuser cet épisode à toutes les personnes qui souhaitent s'investir dans leur commune. Ces élections nous donnent une opportunité unique de transformer les territoires. À cette occasion, la Fédération de l'Habitat Réversible a initié une brochure permettant aux communes de créer des chartes pour faciliter l'installation d'habitats réversibles, ainsi qu'un webinaire explicatif. Dans ces ressources, vous découvrirez quels sont les leviers, les difficultés, les étapes concrètes et comment s'appuyer sur des expériences déjà existantes. Vous trouverez ces ressources dans les notes de l'épisode. Saint-André-des-Eaux, on était une commune très attractive puisqu'on a le plus fort taux de croissance du département des Côtes-d'Armor. Il y a 25 ans, on était 200 habitants. Le dernier recensement de 2023, on était 395 habitants. Donc là, potentiellement, c'est sûr, on va faire le recensement en 2026. On sera largement au-dessus des 400 habitants. Et là, très honnêtement, nous c'est un vrai avantage puisque on sait bien que les communes fonctionnent avec les dotations de l'État. Et puis plus tu as d'habitants, plus tu as de projets, plus tu auras de dotations de l'État, quoi. Donc tu serais prêt à accueillir un autre hameau léger ? Pourquoi pas, si ça se prête, oui, mais encore une fois, je ne veux pas homogénéiser non plus à mode de vie, parce que faut vouloir accepter aussi d'être en communauté comme ça. T'as une superficie de 5000 m² qui, ça peut être plus, ça peut être moins, mais où est-ce que faut que tout le monde s'entende. Ouais. Donc ça, c'est l'enjeu essentiel. Et très honnêtement, moi je ne vois que des avantages à l'avenue d'Hameau Léger pour le moment. Donc, on pourra avoir des déconvenus, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et il y a juste la secrétaire qui est un petit peu embêtée parce qu'elle a souvent des appels pour savoir s'il n'y a pas des terrains pour venir habiter à Saint-André. Ouais. On pourra pas accueillir tout le bonheur du monde à Saint-André. Okay. Souvent on dit toute la misère du monde, mais là on ne pourra pas accueillir tout le bonheur du monde. Moi je pense que oui, la législation doit évoluer. Et encore une fois, si on veut que les terrains, que le foncier agricole perdure et soit optimisé, il faudra justement qu'il y ait une forme de bonus-malus pour pouvoir justement récompenser, entre guillemets, ceux qui font les efforts. Et puis donner un petit coup de règle sur les doigts à ceux qui travaillent moins bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, on a même des applaudissements. C'est fou. C'est pas pour nous, mais... Je vous propose maintenant d'écouter Xavier, cofondateur de l'association Hameau Léger. Depuis la germination du projet en 2017, Xavier met une grande et belle énergie avec une équipe grandissante, sérieuse et très joyeuse au service du déploiement de l'habitat léger en partenariat avec les communes dans toute la France. Xavier partage comment vivre en habitat léger a changé son lien au vivant et complète les propos de Jean-Louis
et aussi de Clément et Marie-France dans l'épisode 150, en apportant un angle un peu différent sur le processus qui a amené à la création du hameau léger où il vit actuellement. Donc, pourquoi je fais ce podcast ? Parce que en fait, je suis venue dans le jardin l'année dernière, j'ai visité et j'ai eu une connexion qui s'est faite en moi de on peut habiter dans un jardin, dans une parcelle agricole qu'on rend sauvage. Et je me suis demandé quel chemin on pouvait emprunter pour aller vers ça. Et la première question que j'aimerais te poser, Xavier, c'est qui es-tu en tant qu'être humain et qu'est-ce que c'est habiter la terre pour toi ? Wow, qui je suis en tant qu'être humain ? Ce qui me vient en premier, c'est que je suis un être humain en chemin, que j'aime, je me sens animé par une énergie d'expérimenter des choses, de faire avec des gens, de faire confiance. J'ai beaucoup de confiance. Et j'ai conscience que c'est un privilège aussi. Ouais, je suis privilégié, ça fait partie des choses qui peut-être me définissent en tant qu'être humain. Et optimiste, je crois, optimiste, je sais pas si j'aime ce mot, mais ça va avec cette confiance. En général, je fais et puis après je réfléchis. J'ai aussi un peu cette caractéristique. Ok. Est-ce que tu veux raconter un petit peu quel chemin, qu'est-ce qui t'a amené à habiter léger et quelle est la situation aujourd'hui ? Moi, c'est d'abord un rapport, je pense, à un certain idéal de liberté. J'ai pris un crédit étudiant de 60 000 € à 19 ans pour payer mes études. Et je me suis vite dit que j'ai vite réalisé que le crédit, c'était une chaîne très forte. Et que du coup, ça me limitait dans les choix de vie que j'allais pouvoir faire, les choix de travail que j'allais pouvoir avoir pour payer ces 1 200 € par mois à rembourser à la sortie de l'école. Et du coup, d'endroits aussi où j'allais vivre, de type de collègues de travail que j'allais avoir, d'environnement finalement global dans lequel j'allais évoluer. Et que ces emprunts-là, ces chaînes, allaient modeler mon environnement. Et le chemin que j'ai fait, ça a été d'essayer de pouvoir me détacher de ça, pour avoir un environnement qui me pousse à être la meilleure version de moi et donc adopter un mode de vie plus sobre, moins coûteux et puis à cultiver ses liens avec l'environnement. Et c'est quoi habiter la terre pour toi ? Déjà peut-être dire ce que c'est pas, peut-être ça peut être plus simple pour moi. En tout cas habiter c'est pas se loger, moi je fais une grosse différence entre les deux. C'est pas la boîte dans laquelle on a un lit, c'est clairement autre chose du coup au-delà des frontières du logement. C'est un lien en fait avec un territoire, avec des gens, des espèces qui nous entourent. C'est une forme de présence pour moi, habiter. Et après, la Terre, de toute façon, on peut vraiment habiter que la Terre. À voir, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui habiteront sur Mars. Mais moi, ça m'étonnerait fort. Je pense que peut-être on pourra loger des gens sur Mars. Mais est-ce qu'il y a des gens qui pourront habiter ? Pas sûr. Sachant que l'humain, ça vient d'humus quand même, donc il faut trouver de l'humus. C'est ça. Ok. Et est-ce que le fait d'habiter léger, est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui l'habitat dans lequel tu vis et comment ça a changé ton rapport au vivant, à ton vivant ? Alors, aujourd'hui, je vis dans une maison de 20 mètres carrés avec ma compagne Clémence. Ça va peut-être bientôt changer parce qu'on a construit une petite extension dans l'idée d'y vivre avec une famille plus nombreuse que nous deux. Mais en tout cas, donc, c'est une petite maison en bois de 20 mètres carrés qui est nichée dans un écrin de verdure. Elle est vraiment comme posée entre les arbres. Donc elle est dans un hameau de 8 maisons, 8 habitats légers, avec un bâtiment commun qui est en Bretagne, à Saint-André-des-Eaux, entre Rennes et Saint-Malo. Et ce lieu-là, cet éco-hameau, c'est un terrain de 4500 mètres carrés qui était le jardin d'une ancienne longère dans le centre du bourg. Et donc la commune qui a préempté le terrain a voulu faire du logement, puisqu'il y a un besoin de logement ici.
Et la première optique de la commune, ça a été de réaliser un lotissement classique de 8 logements avec les routes qui permettent d'accéder sur une voie goudronnée à chaque logement, le petit garage, la maison, enfin bref, le classique du lotissement rural aujourd'hui. Et il y a des conseillers municipaux, dont Jean-Pierre, qui était le compagnon de Marie-France, qui avait envie de préserver ce jardin qui était en friche certes, mais avec des grands arbres, beaucoup d'espèces. Et le seul moyen, d'après les architectes, de faire un lotissement classique, c'était d'abattre la plupart de ces arbres, parce que sinon on ne pouvait pas faire passer les voitures et compagnie. Et donc on est sur un terrain qui aurait pu être rasé pour accueillir un lotissement et finalement dans lequel nous on s'est niché. Voilà, donc déjà on a un rapport d'un végétal extrêmement vivant, très présent, dans lequel nous on a essayé de se faire une petite place, mais qui reste extrêmement présent. Et du coup c'est toute une question aussi pour nous d'ailleurs de qu'est-ce qu'on laisse pas, comment on trouve un équilibre entre nous aussi en tant qu'espèce qui avons des besoins sur ce site et puis tout le reste. Et est-ce que ça a changé ton regard sur la vie ? Oui, en tout cas moi j'ai vécu déjà quand j'étais enfant, je vivais dans un environnement plutôt rural, du coup avec une maison, avec un très grand jardin, même une forêt dans lequel je faisais des cabanes. J'ai un rapport quand même assez fort déjà avec ce vivant quand j'étais petit, et puis je l'ai perdu pour aller faire les études, partir en région parisienne, etc. Donc oui, par rapport à ce contexte-là urbain, c'est très différent. Même par rapport, je pense, à quand j'étais enfant, j'ai pas le même regard sur les choses. Je pense que j'avais plus une vision utilitariste, alors que là, c'est différent. J'arrive plus à m'émerveiller de la beauté de tel oiseau, là, ce matin, qui est, quand je me réveille, là, juste en face, et qui chante. De vers luisant, de plein de choses qui m'émerveillaient pas avant, je pense. Ouais, peut-être que dans l'autre rapport aussi, c'est le rapport à l'énergie et aux ressources. Puisque là, nous, alors c'est particulier, c'est pas tous les hameaux légers qui sont comme ça, loin de là. Mais nous, on a fait le choix de ne pas raccorder nos habitats à l'eau. Notre habitat, nous, il n'est pas raccordé à l'électricité non plus. Donc on a des panneaux solaires qui produisent un peu d'électricité, c'est ce dont on a besoin, mais ça nous dispense de tout appareil électrique un peu consommateur. Et l'eau, du coup on est extrêmement économe en eau, puisque c'est l'eau de la récupération d'eau de pluie. Donc on vit dans une optique où on a ce que le soleil et la pluie nous donnent. Et du coup, quand il fait beau, c'est cool, il y a de l'électricité. Quand il pleut, c'est cool, il y a de l'eau. Ça amène un regard aussi un petit peu différent sur les choses que le robinet. Même si, après, c'est aussi une réalité. On vit dans une société où on a des habitudes de confort et on a envie d'en garder aussi un certain nombre. Donc on a la chance d'avoir des espaces communs où on va mutualiser des équipements qui, eux, sont raccordés, une centrale solaire un peu plus puissante. Mais voilà, c'est aussi un autre rapport, je trouve, à l'énergie, au soleil, au bois. Aux éléments, quoi. Complètement. Merci. Avec plaisir. Et voilà, cet épisode est terminé. Dans le prochain épisode, je vous partage quelques pistes pour vous lancer dans votre projet d'habitat léger. Par qui être accompagné ou encore comment organiser les étapes de son projet. Vous aurez droit au retour d'expérience de celles et ceux qui se sont lancés dans l'aventure et des conseils de pros. Dans le dernier épisode, on abordera en détail le fonctionnement de l'association Hameaux Légers et comment vous pouvez, en tant qu'habitant, habitante ou élu, faire appel à l'association. Je vous propose maintenant de respirer quelques secondes ensemble afin d'intégrer les informations clés avec lesquelles vous souhaitez repartir et ainsi de continuer à être inspiré. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire.
C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Alors, comment vous sentez-vous ? Quels apprentissages sont en train de germer suite à l'écoute de ce reportage ? S'il vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire sur opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de cette écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien et recevoir chaque mois les derniers épisodes et des ressources pour nourrir votre agroécologie intérieure. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt. Et surtout, pensez à mettre les mains dans la terre. Elle en a grand besoin et ça vous fera vraiment du bien.